Bâtir ensemble une filière performante. La REP PMCB, donc du bâtiment, c'est d'abord un sujet déchets avant d'être un sujet du bâtiment. L'éco-organisme dans lequel vous allez vous investir, c'est le maillon fort d'une filière. Nous aurons à cœur de faire en sorte que vous soyez, vous, metteurs en marché, au cœur des dispositifs. Première table ronde, vous le voyez affiché derrière moi, recherche et développement, recyclage matière, des compétences au service de la matière avec cet enjeu matière dont je parlais, puisque l'objectif de la filière est bien de passer de l'expérimentation à l'industrialisation. Et on va voir à travers cette table ronde comment multiplier les actions de R&D pour garantir la qualité de la production de nouvelles matières destinées à intégrer directement les usines de fabrication de produits. Pour en parler, donc je suis ravie de les accueillir, 5 intervenants. À mes côtés, Florence Demangin, bonjour, qui est responsable R&D chez Valdelia, qui va pouvoir nous en dire plus, notamment sur les axes de la R&D chez Valdelia, évidemment. Puis je parlais d'acteurs qui vont illustrer diverses filières aussi, diverses matières. Arnaud Parenti aussi avec nous, un président de Lavoisier Circular Transition ou Transition, on va le faire à la française. Donc en charge de l'animation et du développement de la filière du recyclage des plastiques et des composites en France. Vous allez nous en dire plus, évidemment, dans un instant. Ils sont venus en force du côté de l'Institut technologique FCBA avec Valérie Gourvès, tout d'abord. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de pôle 3 activités, c'est ça, ou une activité? C'est quoi exactement le 3? Alors, il y a plusieurs activités parce qu'on a plusieurs métiers FCBA. Et donc, on fait à la fois, on accompagne les entreprises, nous, depuis la consultance, on a des laboratoires d'essais, on fait des tests et on est aussi organisme certificateur. D'accord. Et donc, vous avez aussi, vous accompagnez votre champ d'action, c'est les filières forêt, bois et aussi ameublement. Ameublement et construction. Et construction. Et justement, construction avec Frédéric Stade, qui va pouvoir témoigner tout à l'heure, qui est directeur du pôle industrie bois construction chez FCBA. Quelque chose à ajouter? Ben non, tout a été dit. Tout a été dit. Et puis, last but not least, Jean-Yves Burgy, bonjour, qui est directeur général de Recovering. Vous mettez au service des professionnels une expertise sur les matériaux et les déchets d'activité, et particulièrement les déchets du BTP. Et évidemment, vous allez aussi beaucoup nous parler de ces sujets d'innovation. Alors, je commence par vous, Florence Demangin. Peut-être rappeler d'abord aussi ce que sont les axes. Vous avez 2 axes de R&D chez Valdelia. Oui, effectivement. Donc, Florence Demangin, je suis responsable de la recherche et développement au sein de l'éco-organisme Valdelia depuis sa création, puisque c'est un des axes et une des demandes des ministères et une volonté forte en fait de Valdelia de faire de la recherche et du développement au sujet de la matière et comment on augmente en fait le recyclage. Donc, la R&D au sein de Valdelia répond à 2 objectifs majeurs, qui est d'une part de connaître notre matière, c'est-à-dire que sont nos déchets, de quoi ils sont composés, comment ils évoluent en fonction des mouvances, de l'innovation, des technologies de fabrication, de l'usage, de l'utilisation des matériaux et donc du coup des déchets. Et ensuite, une fois qu'on connaît nos déchets ou qu'on apprend à les connaître, à connaître leur composition, c'est comment on les recycle au mieux, on les valorise au mieux et comment on gère leur fin de vie et la fin de vie de la matière pour améliorer les filières. C'est bien l'un des axes de Valdelia. C'est on améliore et en fonction des technologies, de l'évolution des technologies, on aide les évolutions technologiques pour améliorer la valorisation et essentiellement le recyclage de la matière. Cet accompagnement, Arnaud disait qu'on était des sachants chez Valdelia. Alors, sur la R&D et la recherche, non, on n'est pas des sachants. Nous, on va chercher des experts. Vous avez besoin des autres, c'est pour ça qu'ils sont là aussi. On a besoin des autres et cette table ronde est vraiment une image en fait de l'organisation de la recherche au sein de Valdelia. C'est on va chercher des chercheurs, des industriels, des centres techniques. On va vraiment balayer l'ensemble en fait des parties prenantes sur les filières en général, quels que soient les matériaux. On va même chercher des sociologues, des économistes pour essayer de comprendre l'écosystème à la fois du meuble, des matières et voir comment on peut améliorer nos filières. Donc c'est bien le soutien et la recherche d'experts, comme vous pouvez voir ici, qui nous permet d'avancer. Et on avance également
sans frein, sans limite. Il faut bien voir que les éco-organismes, notre rôle aussi, c'est d'être au cœur en fait de toutes ces parties prenantes, de les comprendre et de se dire j'ai pas de limite, je teste, je tente, je vois ce que ça donne et on verra ensuite. Je mets les moyens, je mets l'organisation, je mets sur la table des nouvelles solutions. C'est je prends un broyeur VHU, je passe du bois et je vois ce que ça donne. Non, oui, c'est pas fait pour, mais on va bien voir. Et c'est bien le rôle en fait des éco-organismes. Depuis le tout début en fait de la création de Val-d'Elia, on a essayé de mélanger les filières, de mélanger les matières. L'une des premières recherches a été par exemple comment je fais du bois ciment à partir de nos déchets de bois. On a travaillé avec des acteurs, on disait quels sont vos liens avec Écomobilier ? On a lancé des appels à projets avec Écomobilier, avec l'ADEME, avec des prestataires pour essayer d'améliorer les filières et de trouver de nouvelles voies. On participe, on soutient des projets comme avec Praxi par exemple, où on a fait l'éco-produit Praxi, où c'était des matériaux de construction issus de nos déchets de bois. C'est un mélange en fait de toutes les filières sans contrainte. Alors évidemment, l'éprouvettes c'est bien, par contre l'industrialisation ensuite des technologies, on est obligé de passer par là et c'est pour ça qu'on a des économistes pour voir aussi la viabilité technico-économique des solutions qu'on va créer. Il y a des solutions qu'on a trouvées mais qui n'ont pas en fait de lien, qui ne peuvent pas être industrialisées. C'est dommage, on les met un petit peu sur le côté, on les garde en mémoire et on se dit si jamais les technologies évoluent, si les mentalités évoluent, si les filières évoluent, on aura toujours cette technologie tout à fait possible. Donc c'est vrai que la première recherche a été sur le bois avec un grand B, avec les bois, et on s'est appuyé notamment sur FCBA pour nous aider en fait sur ces voies au niveau du bois. Donc je vais peut-être laisser la parole du coup exactement, pour à FCBA sur le bois. Exactement, pour avec vous Frédéric Stahl me comprendre les enjeux, sachant que le bois évidemment, et on en parle de plus en plus, et en particulier dans la loi climat et résilience dont on parlait ce matin, les fameux matériaux biosourcés et leur développement. Absolument. Bonjour à tous. Merci. Alors déjà, première petite chose que je voulais dire, c'est que le bois, c'est un matériau majoritaire dans l'ameublement. Dans la construction, ce n'est pas tout à fait le cas. Pas encore. Puisqu'il représente environ à peu près 10% des matériaux mis en œuvre. Mais je vais y revenir. Par contre, puisque j'ai la parole et je voulais faire passer un certain nombre de messages pour vous permettre de camper un peu le décor du bois dans la construction et puis de sa résultante, c'est ce qu'on examine aujourd'hui, des problématiques d'économie circulaire et de déchets qui en résultent. Donc d'abord, une première chose, c'est que disons le bois utilisé dans la construction et la construction bois sont des vecteurs importants en matière de réussite des enjeux de transition écologique d'abord, mais aussi numérique. Donc écologique principalement du fait que, vous le soulignez madame, c'est un produit issu de la biomasse, donc on est sur le carbone renouvelable. Donc le bois et plus largement les biosourcés sont appelés à prendre des parts de marché plus importantes dans le cadre des objectifs de neutralité carbone. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que puisqu'on est là aussi pour se projeter dans l'avenir, c'est que la situation d'aujourd'hui risque de changer dans les prochaines années en termes de position de matériaux, notamment fort aussi d'éléments réglementaires avec la mise en place de la RE2020. Donc le côté écologique à travers le carbone, mais le côté écologique aussi à travers l'aspect vertueux de cette économie, de la filière forêt-bois en matière d'économie circulaire, notamment par son taux de recyclage qui est assez élevé, c'est de l'ordre de 84%. C'est ces données-là sur lesquelles on s'appuie pour l'établissement des FDES. Mais également transition numérique, je le signale aussi au passage, parce que c'est une filière où il y a une forte pré-industrialisation. Et donc, c'est particulièrement adapté à la mise en œuvre des maquettes numériques et du BIM, du fait de cet aspect. Ce qu'on appelle la construction hors site aussi. Voilà, absolument, exactement, dont on parle beaucoup.
Donc, évolution des parts de marché à anticiper, ça je le disais, mais malgré tout, c'est un matériau qui, comme dans les autres dans la construction, est souvent mis en œuvre en mixité. Oui. La notion de mixité, elle est fondamentale, puisque les matériaux apportent chacun leur performance, et donc à une performance au niveau de l'ouvrage, on les utilise le plus souvent donc en mixité. Pour revenir aux spécificités du bois et de cette filière, donc il y a deux choses que je voudrais souligner par rapport au contexte d'aujourd'hui. Donc c'est d'abord, je l'ai déjà évoqué, le côté forte pré-industrialisation. Donc quelque part, une des spécificités, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de déchets de chantier de ce fait-là, puisqu'ils sont souvent en amont. Donc on a affaire à des déchets plutôt industriels. Donc ça, c'est une chose. D'ailleurs, pour ceux qui vont sur les chantiers, quand vous allez dans une benne à bois, sur un chantier, vous retrouvez quoi? Des palettes, vous retrouvez des planches d'échafaudage et vous retrouvez des coffrages pour le béton, beaucoup plus que des bois de construction. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément aussi, donc je disais fort taux de recyclabilité, 84%, par exemple aussi du fait d'un fort réemploi déjà actuel de certains produits bois de la construction. Je pense au parquet, je pense au parquet massif notamment, les bardages, même des charpentes traditionnelles. Il y a déjà de forts usages de réemploi. Alors, à vous écouter, il faut vraiment regarder un peu la filière bois et comment elle travaille pour s'en inspirer aussi pour ce qui va venir à l'avenir. On fait de nos mieux. Mais en tout cas, on passe du dossier carbone au dossier économie circulaire et REP, là, avec ces réglementations là, qui RE 2020 et donc celle dont on parle aujourd'hui. Et donc, FCBA dans cette affaire, c'est l'outil technologique de la filière forêt-bois. Et donc, fort Valérie en dira un mot, de nos expériences aussi passées sur la mise en application de cette REP, puisque l'ameublement, ça a été dit ce matin, ça fait déjà quelques années que cette industrie et cette filière donc mis ça en pratique. Et donc, forcément, FCBA a aussi cette expérience, vous le rappeliez, mais aussi, donc puisqu'on est une table ronde R&D, de ce qu'on fait en matière de R&D. Donc, parce que vous travaillez avec d'autres acteurs. Voilà, on travaille avec d'autres. On travaille souvent en recherche, on travaille rarement seul, on travaille beaucoup avec des partenaires, mais donc je peux l'illustrer à travers donc des travaux sur l'éco-conception. Donc par exemple, on a travaillé dans un partenariat avec l'Institut Carnot MECD, dont on est une partie prenante, avec d'autres centres techniques de la construction, d'autres matériaux. Je parlais de mixité. Donc on a travaillé d'un projet qui s'appelle Démodulor, qui vise à éco-concevoir des systèmes constructifs mixtes en vue de favoriser la future séparabilité, démontabilité à la fin de vie. Et donc je le dis au passage, vous savez peut-être qu'il y aura le congrès de l'USH à Bordeaux au mois de septembre. Donc il y a une table ronde, un espace d'exposition autour de l'innovation, et donc les maquettes de ce projet seront présentées. Bon, c'est un exemple. On a beaucoup travaillé aussi sur les valorisations énergie et matière avec les organismes de la filière et un certain nombre d'éco-organismes, dont celui qui nous accueille aujourd'hui. On a travaillé aussi sur les performances de déchets utilisés en fabrication de carrelets pour la menuiserie, ou bien de déchets de bois pour carrelets pour la menuiserie, ou je pense sur des travaux de déchets de panneaux de fibres qui ont été utilisés pour faire des isolants pour le BTP. Bref, on a depuis une bonne dizaine d'années, on travaille beaucoup ces questions d'économie circulaire, y compris au niveau européen d'ailleurs. Il y a un gros projet H2020 qui s'appelle Wood Circus, qui vise justement à bien identifier toutes les bonnes pratiques de la filière en matière d'économie circulaire et le faire savoir notamment aux décideurs publics. Voilà, donc ça c'était le point R&D. Et puis je finirai juste ce que je voulais dire par peut-être un petit focus sur les déchets bois spécifiques. Leur descriptif et leur quantitatif notamment. Donc ça représente, par rapport aux 42 millions de tonnes qui ont été évoquées tout à l'heure, les déchets du bois représentent à peu près 2 millions de tonnes. Soit dit en plaçant, c'est assez proche des 1,6 million de tonnes du déchet bois qu'il y a dans l'ameublement, pour donner des idées de masse. Et donc, tout à l'heure, je parlais d'un taux de recyclage. Donc, il y a à peu près plus de 90% de ces déchets qui sont issus de la fin de vie, soit de l'ouvrage, soit de la rénovation. Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, construction, rénovation, démolition. Donc, dans les déchets du bois, c'est essentiellement fin de vie. Et pourquoi ? Parce qu'il y a très peu sur le chantier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure.
Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je parlais du taux de 84% de recyclabilité. Donc ça veut dire qu'il y a 16% des déchets bois de la construction qui finissent en enfouissement ou en incinération, ce qui est une très bonne performance, puisque la moyenne, il y a un chiffre a été donné ce matin, je crois que c'était 70, Oui, 70 pour l'ensemble du BTP. Oui. Donc là, ça montre bien que la filière est assez vertueuse, et donc à ce titre-là, effectivement, elle aime bien marquer sa spécificité et son côté bon élève, et c'est la raison pour laquelle les professionnels du bois voudraient avoir une catégorie un peu spécifique dans leur traitement par rapport au projet de décret qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc c'est à peu près les messages que je voulais passer. Planter le décor du bois, de ses déchets dans la construction d'aujourd'hui et de demain, et de ce que FCBA pouvait accompagner dans ce domaine-là. Voilà, on va continuer dans un instant avec Valérie Gourvès, et puis vous pourrez réagir globalement à ces enjeux de R&D dont on parle dans cette table ronde. Florence Demangin, vous voulez ajouter quelque chose autour du bois, justement, peut-être? Oui, je vais juste un peu rebondir, effectivement, sur ces thématiques. Et surtout, en fait, j'ai oublié peut-être tout à l'heure de parler vraiment de l'appui qu'on demande en fait, notamment à FCBA sur toute la partie normatif, sur connaissance en fait, sur l'historique des panneaux. On a des projets où effectivement la première chose qu'on va faire, c'est aller voir FCBA en leur disant avec votre historique, avec vos compétences, aidez-nous. Le projet Tanabois qui est sur la caractérisation des panneaux de particules sur centre de traitement, savoir ce qu'on a vraiment dans ces panneaux, la première chose, c'est aller voir FCBA pour leur dire, voilà, quelles sont les normes, comment on peut les appliquer, ce qui s'applique. Effectivement, on peut avoir des panneaux. Alors, c'est vrai qu'on ne remonte pas comme les tuiles à 50, 100 ou 150 ans, mais on a quand même des meubles qui dépassent les 20 ans et on n'est pas forcément capable d'identifier comme ça quel est l'âge de nos panneaux, ce qu'ils ont subi et quelle était la réglementation à l'époque. Et effectivement, ces caractérisations, ces analyses de panneaux et ces connaissances en fait du monde du meuble et des matériaux, on s'appuie beaucoup sur notamment FCBA, mais aussi d'autres instituts, pour nous aider. Et je pense que Valérie, tu vas pouvoir nous faire un peu tout ce balayage de vos connaissances et de ce monde en fait du meuble et de l'application, de comment aider en fait nos adhérents à appliquer ces nouvelles réglementations, notamment la REP. Alors je crois que Frédéric Stadt a ajouté quelque chose. Si vous parlez de panneaux, vous avez raison, je vais laisser la parole à Valérie, mais d'autant que j'ai vu qu'il y avait Olivier Hugon-Nicolas dans la salle, qui est représentant des panneaux de process. Depuis maintenant quelques temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fabrique des panneaux de particules, c'est qu'il y a plus de matières entrantes qui sont issues du recyclage que de bois lui-même qui vient de la forêt. Donc c'est l'illustration même de ce que j'ai évoqué en termes de recyclabilité et de performance en matière d'économie circulaire. Alors Valérie Gourvès, vous pouvez reprendre la parole, puisque finalement aussi, et Frédéric Stadt l'a voté, vous avez servi d'éclaireur aussi, on va dire, quelque part, et vous servez d'éclaireur pour cette filière qui se met en place. Alors, en interne, c'est sûr. Après, je disais effectivement à mes collègues ce midi, j'ai l'impression de faire une cure de jouvence en venant là. Parce que quand on me demande de témoigner sur la R&D, je me dis, mais finalement, il y a 10 ans de ça, on était au même niveau avec la filière ameublement. Et donc, moi, ce que j'avais envie de partager, en fait, c'était un peu l'histoire qu'on a vécue. Et c'est vrai que parler R&D, ça paraît fou, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas encore compris la REP. On passe, nous, en tant que centre technique, on est beaucoup dans les entreprises. Et ça commence par ça, on dit, mais c'est quoi ce truc-là qui nous arrive? Comment on va faire? Et on dit, comme beaucoup de choses, comme quand on est petit et qu'on apprend à marcher, on a des parents à nos côtés. Là, vous avez des éco-organismes, et puis ils vont vous aider à mettre en œuvre ce système. Et effectivement, alors d'abord, c'est la REP, c'est l'éco-contribution. Il y a beaucoup de verbatim autour de ça. Mais finalement, ça se met en place. On va dire bon an, mal an. Mais l'intérêt, il n'est pas financier dans l'histoire. L'intérêt, c'est vraiment vertueux pour nous tous, pour la planète. Et cette REP permet une maturité, en fait, de chacun d'entre nous dans les entreprises. Parce qu'on parle barème. Alors oui, du coup, il y a des produits qui valent plus cher en recyclage. Mais alors pourquoi ils valent plus cher en recyclage?
ah ben, peut-être que du coup mon produit, il faudrait que je le fasse autrement. Et on en arrive aux questions qu'évoquait Frédéric de l'éco-conception. C'est-à-dire que là où, je ne vais pas dire qu'on s'en moquait un peu de savoir ce qu'on faisait de nos déchets, on commence à se dire, oui, mais comme ça nous coûte cher, alors ça nous coûte pas comme vraiment quand on vient cher. toujours à une question d'argent. Vous parlez d'éco-contribution tout à l'heure. C'est ça, mais en fait, c'est le nerf de la guerre. Au départ, on voit la question d'argent, sauf que quand on est metteur en marché, comme on vous l'a bien expliqué ce matin, vous payez certes un éco-organisme, mais vous refacturez vos clients. Donc, bon, c'est plus de la trésorerie qu'un coût réel. Après, il y a une vraie difficulté de mise en œuvre, effectivement. Bruno évoquait ce matin les tableaux Excel pour les petites boîtes. Quand vous êtes une grosse boîte et que vous avez des ERP et que vous avez différents produits avec différentes codifications, ça veut dire que dans vos systèmes informatiques, vous allez voir déclarer que ce produit-là, il vaut tant, que celui-là, il vaut tant. Et donc, ça veut dire travailler sur les systèmes informatiques. Donc voilà, donc il y a des coûts cachés, effectivement, mais ça, c'est pas la vraie finalité. La finalité, c'est de prendre conscience. Donc effectivement, la mixité, Frédéric en parlait, c'est bien si on sépare, si on arrive à séparer facilement. Nous, dans le meuble, on a des sièges, vous avez un tissu collé sur une mousse. Quand vous arrivez en fin de vie, c'est pas drôle. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça que on parle aujourd'hui du sujet. Et donc, vous parlez R&D, ça paraît fou, sauf que dès qu'on met le pied dans la REP, on est obligé de regarder devant et d'être sans arrêt en train de réfléchir à voir comment on va travailler, comment on va faire autrement, comment on va concevoir. Et puis alors, c'est quand même une autre façon de penser, c'est un peu un chamboulement pour certains. C'est un chamboulement total parce que, là je parle produit, mais c'est vrai, Cathy, je crois, intervient tout à l'heure, on va en parler, et ça change les business models. Déléguée générale d'ameublement français, Cathy Dufour. Voilà, Cathy Dufour. Ouais. Ça peut être des chamboulements de business model dans les entreprises. Donc on apprend comme ça, donc les salariés, les entreprises, les entrepreneurs, ont une meilleure maturité des problématiques environnementales, se mettent à mieux concevoir des produits, à concevoir. Et puis alors là, on arrive à une nouvelle phase. Ah bah oui, alors, mais si mon produit il est vertueux, pourquoi je paierais pareil que celui qui ne l'est pas ? Alors on va parler d'autres sujets qui vont venir après pour vous, mais ces éco-modulations, ça vise à dire qu'est-ce qui justifie que je paye moins ? Donc on va commencer à réfléchir à la durée de vie. Alors, j'ai déjà entendu, parce que donc moi je suis meuble, Frédéric est construction, puis dans la construction ils me disent oui, non mais nous on dure 50 ans, vous avez entendu ce matin, 50 ans, 100 ans, et puis mais nous dans le meuble c'est déjà 25. Et finalement, ces problématiques de durée de vie, comment je calcule la durée de vie d'un produit ? Si demain ça vaut moins cher de recycler ou de travailler sur un produit qui aura une durée de vie plus longue. Donc voilà, en fait il y a cette REP, sa mise en place, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est comme beaucoup de choses, une fois qu'on met les pieds dedans, c'est des moulinettes qui tournent, etc. Et après, par contre, il y a des vrais sujets qui arrivent. Les sujets effectivement, de recyclage. Les déchets des uns sont les matières premières des autres. Et ce n'est pas que dans une filière, c'est interfilière. C'est de se dire, moi je produis un déchet, mais finalement la filière voisine va le vouloir. Et puis toute cette question autour des matières, et je crois que les autres intervenants vont parler aussi de la matière. Et nous, on voit poindre aujourd'hui, derrière la question, alors le bois est un matériau biosourcé, mais on entend parler des biosourcés en disant c'est super les biosourcés. Oui, mais vous avez des biosourcés. La semaine dernière, nous, on parlait de mobilier fait en recyclage de coquilles d'huîtres. Ok, super, on utilise un déchet, parce que la coquille d'huître, une fois qu'on l'a mangée, on n'a fait plus rien. Sauf qu'en fin de vie, comment je recycle le meuble qui a été fait, lui, en recyclage de coquilles d'huîtres. Donc, vous voyez, c'est sans arrêt. Il va falloir créer une autre REP pour les coquilles, les mégots, les coquilles d'huîtres. Voilà, c'est sans arrêt des questions comme ça. Et donc, effectivement, on est un pied dans le présent, un pied dans la R&D en permanence. Et ça, il faut en avoir conscience. Mais je pense que mes collègues de la table ronde vont revenir là-dessus. Oui, puisqu'on va montrer, parce que là on parle du bois, on va parler du plastique dans un instant, mais vous l'avez dit, de toute façon, parfois c'est aussi mélangé. Toutes les filières sont concernées, c'est une dimension transversale. Vous vouliez commenter, Florence Demangin ? Oui, parce qu'effectivement, ça me fait rebondir sur plein de choses et des axes notamment d'éco-conception qui, au sein de Val-d'Elia, sont assez forts, c'est-à-dire, non, je ne vais pas créer des produits qui vont dégrader un autre pan en fait, de tout le cycle de vie et de toute la chaîne de valeur des produits.
c'est également tous nos projets de R&D. Ce qu'on demande à la fin, c'est on crée un nouveau matériau, oui, d'accord, mais on ne veut pas bloquer la matière, c'est-à-dire qu'on va créer un matériau et on va aussi demander en fait aux porteurs de projets de nous dire qu'allons-nous faire de ce nouveau matériau, c'est-à-dire non, je ne vais pas créer un nouveau matériau qui au final sera pire que si on avait géré la fin de vie et valorisé le matériau. On a notamment un projet de R&D. Alors là, du coup, je vais en parler parce qu'il est multimatériaux. C'est le projet Ribois, qui est le recyclage en fait des déchets de bois et qui peut être aussi mélangé avec des déchets de plastique pour créer un matériau composite, bois plastique, qui serait utilisé dans la construction. Voilà, du coup, la construction est aussi un élément en fait de ce projet-là. Et donc ça, c'est REBOA, hein, c'est ça? Et alors, A, c'est pour Antilles, parce que voilà, c'est l'application en fait qu'on a trouvée qui est un matériau en fait qui est résistant à l'humidité, aux termites, et qui donc trouve son débouché dans les Antilles, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, des contextes assez particuliers, c'est-à-dire qu'en métropole, on n'a pas forcément le développement et le contexte économique ou technologique ou les applications. Par contre, on a trouvé en fait des applications locales sur des territoires ultramarins. Donc voilà, il y a vraiment tous les pans en fait qui sont étudiés et c'est un matériau qui est recyclable. On soutient aussi des projets en Guyane, voilà, de recyclage de mousse. Alors là, voilà, c'est un autre matériau, mais dans de l'isolant, avec une application vraiment sur la Guyane, parce que c'est sur ce territoire-là qu'on a trouvé une application économique. Et c'est vrai que la R&D, c'est bien, mais quand on peut l'appliquer, et il faut trouver où elle peut être appliquée. Et donc là, c'est sur le bois, mais il y a aussi voilà, vous allez le passer plastique, la mousse. Voilà. Après, je vais parler effectivement des plastiques, parce qu'on parle du bois où on a vraiment axé chez Valdélia le bois, parce que c'est 60% de notre gisement. Par contre, il y a aussi d'autres matériaux, notamment les plastiques. Et les plastiques, on n'a jamais pu le faire tout seul. On a des gisements qui sont trop diffus, trop dilués, en fait, pour vraiment intéresser et avoir des solutions et des sorties. C'est des matériaux très complexes. Et on a eu besoin vraiment de s'associer, et là, vraiment de l'interfilière. Donc quand je dis interfilière, c'est s'associer avec les autres éco-organismes, avec des universitaires, avec des groupes de travail pour vraiment comprendre les mécanismes, les chaînes de valeur et voir comment on pouvait apporter et comment gagner quelques points en fait de recyclage et arrêter d'enfouir en fait ces parties qui étaient un petit peu perdues, parce que voilà, les éco-organismes, nous sommes là aussi pour aller chercher en fait des voies pour ces petits gisements et aller voir les autres filières pour trouver des solutions technologiques et faire évoluer les technologies sur les petits gisements pour nous, mais qui, petits gisements, plus petits gisements, peuvent... voilà. On a besoin de la massification et du coup, on s'appuie sur des experts, voilà, comme Arnaud. Voilà, Arnaud Parenti qui va pouvoir aussi nous en dire plus sur ce groupe de travail. Je crois que vous avez aussi quelques visuels aussi pour illustrer votre propos. Oui, merci Nathalie, merci Florence. Alors, la particularité en fait du plastique, alors je ne vais pas rentrer dans la polémique avec le bois parce que souvent je dis, et puis en plus je risque de me faire casser la figure, donc le bois, souvent j'ai coutume de dire, le bois c'est une matière, même s'il y a énormément de choses différentes hein, dans le bois, on l'a vu. La particularité c'est que les plastiques, alors déjà ça va avoir énormément de fonctions dans le bâtiment, vous le voyez derrière moi, vous avez à peu près toutes les pièces plastiques qui sont utilisées dans le bâtiment. J'allais dire, il n'y a pas que dans le bâtiment, hein, parce que le plastique, on en trouve partout. Non, mais la particularité, je vais vous dire, c'est le plastique, c'est de nombreuses pièces, comme vous le voyez là. Hein, là, je vous ai repris un diagramme de l'Union de la plasturgie du bâtiment. Donc, c'est le syndicat qui représente les plasturgistes du bâtiment. Et donc, il y en a énormément, beaucoup de types et également beaucoup de plastiques différents, de typologies de plastiques différentes. Ce qui fait que c'est un flux qui est très complexe, qui pourtant représente une grande partie des plastiques, puisque le premier consommateur de plastique, en gros, c'est l'emballage. Le numéro 2, avec 20%, c'est le bâtiment.
Pour autant, bon, on a quand même quelques résines majoritaires. Hein. Le PVC est vraiment le plastique qui domine. Après, on a les polyoléfines, hein, polyéthylène, polypropylène, et puis notamment les isolants, polystyrène expansé, polystyrène extrudé. Et puis qu'est-ce qu'on a autour de l'Arc de Triomphe en ce moment? La mousse polyéthylène. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Christo a utilisé. J'espère que c'est recyclable. Non, je ne suis pas allé voir, j'ai pas eu le temps. Et alors, juste pour vous donner, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça, c'est à peu près une idée de ce qui est mis en marché chaque année. Alors, par rapport aux 2 millions de tonnes dont vous nous parliez, là, on est plutôt à 200 000 tonnes de plastique fin de vie. Et encore, j'ai compté les plastiques et les moquettes, hein, puisque les moquettes ont une grosse fraction fin de vie. Et c'est à peu près 400 000 tonnes mis en marché, donc on est loin quand même du bois, mais pour autant on a plein de matières différentes, donc c'est ça qui nous pose des problèmes. Et puis aujourd'hui, en termes de valorisation, on est à taux de valorisation, donc recyclage plus valorisation énergétique, on est sur des taux de l'ordre de 26%. Donc vous voyez, on a un seuil de progression, et en ça, la mise en place de la filière à responsabilité élargie des producteurs va aussi apporter des éléments. Alors, les difficultés et justement les besoins de R&D dans ce domaine-là, la première chose, c'est déjà de faciliter la collecte. Pourquoi ? Parce que les plastiques, en fait, par rapport à tous ces gisements-là, ils sont complètement perdus. Quand on dit 2 millions de tonnes de bois, nous, on est à, je vous ai dit, 200 000 tonnes, donc déjà 10 fois moins. Donc, on est déjà un peu perdu là-dedans. Hein. Ça représente à peu près 0,5% du gisement si on regarde un peu par rapport aux 42 millions de tonnes. Il y a la diversité qui est extrêmement forte, donc ça veut dire qu'il faut, même si on collectait ça avec les autres déchets, même à l'intérieur, il faudra encore reséparer tous ces plastiques parce qu'on ne peut pas les mélanger si on veut faire des choses intéressantes. Donc, les produits en plus, à chaque fois, on ne recycle pas des plastiques, mais on recycle des produits qui contiennent des plastiques. Donc même à l'intérieur, la part de plastique n'est pas toujours simple. Hein. Vous prenez une huisserie, par exemple, en PVC, il y a 3, 4, 5 matières dedans, différentes, en plus du PVC. Donc ça va poser un certain nombre de problématiques, et donc il va falloir être capable de les séparer. Et puis, ça a été un peu évoqué ce matin, ces plastiques, hein, vous l'avez dit, ils sont souvent anciens. En général, on dit à peu près plus d'une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que ces produits-là, ils répondaient à des normes à un instant T. Et aujourd'hui, certaines substances, certains produits ne sont plus utilisables. Et même, on doit les éliminer carrément du flux. Donc on doit bien sélectionner ces plastiques pour éliminer ces éléments-là. Donc les exemples typiques, hein, les métaux lourds. Et donc on a tout un travail de R&D à faire dessus. Alors, point important, quand on veut recycler des plastiques, et je vous ai mis juste un petit diagramme que je présente souvent à mes étudiants quand on parle recyclage des plastiques, c'est qu'il faut dealer avec il faut gérer avec tout cet écosystème-là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une collecte en vue du recyclage, on a besoin d'orienter le déchet, on a besoin derrière de le traiter. Et je vous ai dit, hein, dans notre cas, on a besoin de beaucoup de tri puisqu'on a beaucoup de matières différentes. Et puis également, on a besoin de technologies pour les recycler. Alors, on a le recyclage mécanique, et puis on a des nouvelles technologies qui se développent autour du recyclage chimique. Et donc, on a besoin de tout ça, en fait. Et c'est pas simple pour un éco-organisme comme Valdelia qui, au début, travaillait finalement relativement peu, et donc avait peu sur les plastiques parce que c'est pas le flux majoritaire. Peu sur les plastiques parce que c'était pas le flux majoritaire, et qu'au contraire, mais Valdelia fait partie des éco-organismes, de tous les éco-organismes, puisque j'ai la chance de travailler avec les éco-organismes qui ont du plastique, justement pour partager cette connaissance, ce travail. Oui, c'est et ce groupe de développement. travail dont parlait Florence de Mangin, c'est interfilière aussi. Valdelia est engagée aussi dans toute cette réflexion. Hein. C'est exactement ça, je vais y venir justement. Donc l'idée, ça a été de travailler en interfilière. Pourquoi ? Parce que certes, certains sont en concurrence, mais en même temps, il y a un certain nombre de besoins communs, de compréhension, de travail, de développement de R&D. Et donc, depuis 2015, donc depuis 6 ans, les éco-organismes, et Valdelia était dans les fondateurs de cette initiative, en fait, travaillent ensemble pour à la fois travailler sur les questions de collecte,
et de traitement pour partager les bonnes expériences, parce que c'est important pour optimiser les coûts de collecte, de traitement, de l'efficacité, de travailler sur la massification des flux, parce que vous avez compris, ce sont des flux qui sont parfois très diffus. Ici, dans le cas des plastiques du bâtiment, c'est finalement relativement peu. Et trouver des voies de valorisation communes, et en particulier, j'aurais pu citer l'exemple du recyclage chimique qui se développe aujourd'hui, par exemple, qui se développe beaucoup sur les emballages. Et ben, une partie du gisement aujourd'hui des plastiques du bâtiment pourrait venir en compléter cette partie-là, par exemple sur les polyoléfines, où on commence à voir des usines qui vont se monter pour travailler ces matières-là et pour permettre un recyclage. Et donc on travaille, en fait, on partage les bonnes pratiques, on partage des soucis, on a parlé de la traçabilité, on a parlé des problématiques substances qui sont vraiment des sujets importants et qui touchent d'autres secteurs. On a parlé par exemple, dans le bâtiment, on va avoir un sujet, par exemple, sur les phtalates, on va avoir des sujets sur les retardateurs de flamme bromée, qui sont des substances vraiment héritées du passé, et sur lequel il y a un partage, en fait, entre ceux qui travaillent dessus, typiquement nos amis des équipements électriques et électroniques, qui doivent gérer cette question-là, qui doivent y réfléchir, et donc qui ont développé un certain nombre d'éléments. Et puis également tout un travail sur la connaissance de la R&D. On a initié depuis maintenant 4 ans, je crois même 5 ans, un groupe de travail national où on essaye de réunir tous les chercheurs français qui ont justement des compétences, des possibilités sur le recyclage des plastiques. Et donc on travaille sur tous ces secteurs-là et on les invite régulièrement autour des éco-organismes à venir d'une part comprendre les problématiques qu'ont les éco-organismes, alors spécifiques à leur flux et puis communes, et également eux à venir partager leurs compétences pour justement accompagner les éco-organismes dans leur réflexion, dans leurs projets de R&D, pour faire avancer justement ce recyclage des plastiques. Alors je vois, c'est un partage de bonnes pratiques, de R&D, etc. Est-ce que ça a débouché en 5 ans sur des choses concrètes aussi? On a énormément de travaux qui aujourd'hui, en fait, au départ, on a commencé déjà par se connaître, parce qu'on s'aperçoit que même dans la R&D, mes collègues le diront, en fait, on ne se connaît pas très bien, en fait. Et donc, on a besoin de travailler ensemble. On dit souvent qu'on fonctionne en silo en France. C'était exactement. Et là, l'idée, ça a été complètement, on a cassé tous les silos, on a cassé les silos des filières, puisqu'on a tous les éco-organismes qui sont représentés, ça va des emballages jusqu'aux produits de l'agrofourniture, le mobilier, même le textile maintenant est dedans, puisqu'il y a une fraction plastique. Et puis on a développé un certain nombre de projets entre éco-organismes, de projets entre éco-organismes et chercheurs. Et donc là, on commence à avoir des projets qui commencent à aboutir. Ça a mis du temps à démarrer, bien sûr, parce qu'on a besoin de se sentir, mais on a des projets qui aujourd'hui commencent à aboutir. Alors, on est vraiment plutôt dans la R&D amont en général, mais voilà. Et surtout, en fait, les pratiques et la connaissance, en fait, au sein des éco-organismes et au sein des chercheurs a vraiment progressé. Et donc, on arrive sur des projets beaucoup plus pragmatiques qu'on l'était initialement. Il y a quelques années. Alors, Florence Demangy veut peut-être commenter, puis on va passer la parole à Jean-Yves Urgy. Non, mais c'était rapidement, parce qu'effectivement, Arnaud a bien balayé aussi l'intérêt de ces interfilières et puis de voir la recherche dans un domaine qui peut donner des idées à d'autres domaines. Donc, c'est vraiment ça aussi. C'est-à-dire que ce qu'on applique sur le plastique peut être applicable, pourquoi pas, sur le bois, peut être applicable sur d'autres filières, et puis ce besoin de mise en commun de toutes les parties prenantes et de toutes les filières. Et voilà, c'est ça l'important aussi, c'est de parler ensemble et de voir s'il n'y a pas des bonnes pratiques ailleurs et de relever en fait les besoins communs. Mais on voit que, on a parlé bois, plastique, il y a plein d'autres matériaux, que ce soit dans le meuble ou dans la construction. Et je pense que Jean-Yves, tu vas plutôt, toi, parler au niveau, de ce que j'ai compris, de ce trajet par matériaux et ce besoin, en fait, de travail par matériaux. Oui, et puis une vision plus globale aussi du sujet. Voilà.
Oui, alors bonjour à tous, Jean-Yves Burgy, Recovering. Alors nous, on est un bureau d'études, hein, on n'est pas chercheurs, etc. Mais en fait, on a quand même le bénéfice de travailler tout au long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire du producteur de déchets jusqu'au réintégrateur final, puisqu'on a compris depuis longtemps que sans les usines qui puissent reprendre des matières premières secondaires, eh ben, les filières n'ont pas lieu d'exister. Alors juste un point rapide sur les bâtiments ultra haut public, parce qu'on parle de meubles entre nous ici, parce qu'il y a eu déjà des initiatives qui ont été faites donc entre Veldelia et puis d'autres partenaires. En fait, quand on regarde où en est la filière et les filières en fait, de valorisation et de recyclage des déchets du bâtiment, on n'a pas à rougir de ce qui est actuellement en place. Il y a quand même des choses qui fonctionnent plutôt bien. On a des filières qui s'occupent des métaux, des s'occupent du bois. Il y a des filières qui s'occupent du plâtre. Tout ça, ça va dans le bon sens. Et puis, il y a effectivement des matériaux, pour l'instant, qui sont plutôt en phase d'amorçage où il n'y a pas vraiment de recyclage. Un des matériaux, ou plutôt une des applications que je vais pointer quand même, ce sont les isolants. Dans le monde des isolants, même si ça représente un petit tonnage, il n'y a pas grand-chose qui est fait et les choses n'avancent pas très vite. Ça renvoie aussi à une autre problématique. La R&D, c'est très protéiforme et ça doit être, entre guillemets, injecté tout au long de la chaîne de valeur pour que ça fonctionne. Dans le monde du déchet, quitte à en froisser quelques-uns, en termes de R&D, on ne peut pas dire qu'on a été extrêmement généreux en matière de recherche et développement. Si on analyse la chaîne de valeur, collecte, tri, traitement, réintégration, on fonctionne souvent avec des technologies, avec des moyens qui ont plus de 50 ans d'existence. On a des spécialistes de la collecte et du traitement de déchets dans la salle. En matière de collecte, on utilise du camion en pyrrole, du camion à chaîne, du big bag, etc. Mais il n'y a jamais de rupture. Il n'y a pas de rupture, en fait, c'est une continuité. Et on n'injecte pas, en fait, suffisamment de matière grise pour faire évoluer le système. Si on descend la chaîne de valeur pour regarder un petit peu ce qui peut se passer au niveau d'une réintégration de la matière dans un produit fini, et c'est là où est la clé. Moi, j'ai vécu une époque où j'appartenais à un grand groupe chimique, et dans ce groupe chimique, on avait un département, entre guillemets, recyclage et environnement. Et pour une problématique, il y avait 15 solutions qui étaient recherchées. Et l'argent qui était brassé en fait, dans ces sociétés-là était énorme. Et pourtant, malheureusement, ces sociétés se sont désengagées début des années 2000 et personne n'a repris le flambeau en France. Ça veut dire que la R&D en France, elle a un état de développement qui est relativement faible au niveau de tout ce qui est déchets et traitement. Il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même très problématique. Ce que Arnaud évoquait sur le plastique, c'est un problème que l'on évoque depuis plus de 20 ans. On connaît tous les problèmes et pourtant, il y a un manque flagrant de moyens de R&D qui est injecté dans ce domaine-là. Si on s'était comment on peut l'expliquer ? Tout est une question économique, hein, c'est une question d'équilibre économique. Aujourd'hui, les matières premières, quoi qu'on en dise, elles ne coûtent pas très cher. Donc si pour fabriquer une matière première secondaire, ça vous coûte 2 fois le prix, vous ne forcerez jamais aucun industriel, finalement, à utiliser cette matière première secondaire. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et ça va au-delà donc des problématiques de substance que l'on retrouve, parce qu'effectivement, dans le bâtiment, c'est un bénéfice. Les produits, ils ont plus de 50 ans d'existence, sauf que les compositions autorisées ont évolué dans l'intervalle et qu'aucun industriel ne va recycler les plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés parce qu'il ne va pas prendre un risque de non-conformité de ces produits qu'il va mettre sur le marché après. Et les enjeux sont beaucoup plus importants. Donc, la R&D, c'est nécessaire, mais la R&D, justement, elle a été un petit peu mise à mal pendant toutes ces années parce qu'il y a eu un basculement de cette recherche qui était faite dans le domaine donc, du recyclage vers des sociétés qui étaient plus tournées, on va dire, vers la finance et qui n'ont pas suivi le mouvement, qui ont entretenu finalement un patrimoine et qui n'ont pas fait d'amélioration continue sur le sujet. Alors, pour rester quand même positif, il y a des choses qui sortent de terre. Hein. Arnaud le soulignait dans le plastique. On a eu quelques exemples, oui. Le plastique, heureusement qu'il y a des choses qui sortent de terre, parce que sinon, à la fin de la chanson, on va crouler sous le plastique. Hein. Il y a 8 milliards de déchets qui se baladent dans la nature, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est quand même assez incroyable qu'on commence uniquement à s'en préoccuper. Donc, dans le plastique, pour le bâtiment, par exemple, Arnaud parlait des retardateurs de flamme bromés. Il y a une usine qui vient de sortir de terre en Hollande qui va traiter spécifiquement le polystyrène expansé qui a été adjuvanté avec des retardateurs de flamme bromés et qui va
permettre de séparer les deux. C'est quoi? C'est des investissements de 14 millions d'euros, c'est de la recherche et développement de 10, 15, 20 ans. Tout ça pour dire qu'il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, mais en fait, pour changer vraiment complètement le paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça va prendre du temps. Les personnes aujourd'hui qui sont dans cette salle n'ont peut-être pas conscience en fait des temps industriels. Pour grosso modo lancer un projet dans l'industrie, c'est 3 à 5 ans. Pour le lancer en fait et le lancer sur le marché, c'est entre 5 et 10 ans minimum pour les meilleurs. Alors bien sûr, si vous appelez Elon Musk, vous n'avez plus que les autres. Parce qu'à la place de mettre un chercheur, vous en mettez 150 et vous arrosez allègrement en fait, tout le système de millions de dollars, de milliards de dollars. Et en fait, vous faites progresser les choses extrêmement vite. Il ne faut pas croire qu'on va réussir à révolutionner le monde du déchet avec quelques investissements et quelques montants de R&D relativement limités. Il va falloir quelque chose de massif. Et Mme Pompili a annoncé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, dans un communiqué de presse, qu'elle constatait la même chose que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui ensemble et qu'ils allaient débloquer un fonds spécifique de 370 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas? De mon point de vue, ce n'est pas suffisant parce que si je le divise par les 30 années d'inertie totale dans lesquelles on a été, ça fait quand même pas un gros montant par année à rattraper. Donc 370 millions d'euros qui vont être injectés dans le système pour essayer de faire émerger des filières qui aujourd'hui ne sont pas en place, qui posent des problèmes technologiques, qui posent des problèmes organisationnels. Et avec donc, les éco-organismes qui contournent en fait, cette problématique aussi de financement, parce que les industriels réfléchissent plutôt en termes de PNL, de profit and loss. Les éco-organismes, ils sont un peu sur un autre paradigme. C'est-à-dire que l'argent, il est collecté lors de la mise sur le marché et il est réinjecté dans le système derrière, ce qui permet en fait de contourner un certain nombre de difficultés économiques. Mais je veux quand même souligner les choses, c'est que les problèmes ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. Ceci dit, les éco-organismes ne sont pas créés de manière éphémère, ils sont là pour s'inscrire dans la durée et donc permettre de faire émerger les solutions sur le long terme. Mais à court terme, malheureusement, on n'en verrait pas peut-être tout de suite les effets. Alors, je vais peut-être vous faire réagir quand même à ce point-là, parce que sur cette question de la R&D et la nécessité, en même temps le fait qu'on a quand même pris nécessairement du retard en la matière et qu'il y a beaucoup à faire. Valérie Gourvet, je pense que vous êtes... Oui, moi je voulais juste réagir parce que c'est à la fois vrai, mais en même temps ça rejoint un point que j'évoquais qui est la prise de conscience que génère la REP. Pour prendre un exemple qui est du domaine du meuble que je connais, il y a 15 ans, 80%, 90% des matelas sur lesquels vous dormez tous étaient enfouis dans le sol. Tant que vous n'avez pas commencé à collecter et à vous dire qu'est-ce que je fais de ça, en fait, vous ne vous posez pas le problème. Parce que c'est traité et que c'est comme ça. Le jour où on vous dit c'est plus possible de l'enfouir, alors là, vous avez un problème que vous devez commencer à régler. Donc c'est sûr que pour moi, la mise en place des REP, c'est là où je dis elle contribue fortement à notre maturité à tous, notre prise de conscience. Et donc, effectivement, on va flécher des moyens, et c'est ce que font les éco-organismes. Quand Valdelia fait des travaux, finance des travaux, on a bien conscience, alors nous, on est partenaires techniques en plus, donc on a bien conscience que ces travaux, ils vont avoir des répercussions peut-être 10 ans après. Oui, on a une échelle un peu longue. Mais à un moment, il faut commencer. Et ce qui va aussi contribuer, alors on le voit aussi aujourd'hui, je pense qu'avec les crises d'approvisionnement des matières premières, ces histoires de matières premières secondaires, elles commencent à avoir un vrai intérêt pour tout le monde, en disant, voilà, c'est peut-être un autre moyen de continuer à produire. Donc là aussi, c'est intéressant d'avoir ces flux et puis de se dire, qu'est-ce que j'en fais ? Donc moi je vois aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le message que j'avais envie de donner, la REPS, on la voit comme une contrainte quand on débarque dedans en tant qu'industriel. Encore une fois, vous serez accompagnés demain, les éco-organismes sont là pour ça, et ils sont là aussi pour prendre à bras le corps des problèmes qu'on va finir par traiter peut-être que dans 10 ans. Mais à partir du moment où on va mettre des moyens sur ces problématiques-là, et on va mettre de l'énergie, de la matière grise venant de différents horizons, on finit par y arriver. Parce que Arnaud Parenti, vous pouvez commenter. Je voulais également réagir à ce que disait Jean-Yves, parce que je le rejoins sur un certain nombre de points, mais je pense que c'est une dynamique très industrielle, dans le sens où, par exemple, si on parle des plastiques, les technologies, par exemple, qu'on développe aujourd'hui, typiquement le recyclage chimique ou ces choses-là, les 3/4 du temps, ce sont des technologies qu'on connaît depuis 20 ans. Sur un certain nombre de flux, on sait faire ça.
Le problème, c'était le manque de volonté d'industrialiser ça et finalement un peu l'obligation. Et en ce sens, la REP va faire passer ça aussi, ou en tout cas a fait passer ça. Et les obligations qu'on met dans le cadre de la REP, puisque par exemple dans le cadre du recyclage chimique des plastiques, ce qui a déclenché, c'était la pression qu'on a mise sur l'emballage, entre autres. Donc en fait, à chaque fois, Et puis il y a eu du plastic bashing aussi derrière. Oui, il y a eu le plastic bashing aussi. Et en tout cas, la réglementation est là pour vraiment à la fois être un déclencheur et être un facilitateur. Je prends l'exemple, puisque Arnaud Gossman nous en a parlé ce matin, on a parlé du 7 flux. Je pense que Jean-Yves aussi connaît bien le sujet. Et le 7 flux, à mon sens, va permettre un meilleur traitement des plastiques au sein de la filière, dans la mesure où avant, les plastiques, ils étaient perdus dans tout le reste. On avait une benne DIB avec plein de choses à l'intérieur, et puis il fallait... c'était assez compliqué. Alors Arnaud, le 5 flux n'a déjà pas marché. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Le 7 flux va pas marcher beaucoup mieux. Moi, je reste un optimiste. Je reste un optimiste de base, même si je suis d'accord avec toi que le 5 flux, on en a beaucoup parlé et finalement, on l'a jamais vu sur les chantiers. Exactement. Ouais. Mais je reste un optimiste. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'ajouter, je regarde ça de l'extérieur, une couche à une autre couche? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des acteurs qui fonctionnent déjà très bien, d'autres moins bien. Là, on a l'impression qu'on ajoute une couche supplémentaire dans cette histoire. Est-ce que c'est pas la complexité, surtout quand on voit tous les acteurs divers et variés? Non, je pense qu'on part de tellement bas qu'on peut rajouter des couches. Il n'y a pas de problème. Non, mais il faut être lucide sur le sujet. C'est pas très compliqué. Ce qu'on demande, la réglementation, elle n'est pas compliquée en matière environnementale. C'est souvent une question de volonté, une question de gros sous, c'est tout. Voilà, une fois que vous avez contourné ces deux problèmes-là, avec le problème financier et le problème de volonté, vous arrivez à résoudre les problèmes très facilement. Oui, il faut les avoir. Ouais, excusez-moi, je vous ai interrompu. Alors Arnaud Parenti, puis je suis d'accord avec Jean-Yves. Je rejoins Jean-Yves. Moi, je suis de nature optimiste en me disant le 7 flux en fait arrive avec la REP et donc finalement, on a deux choses qui vont finalement arriver en même temps et qui vont encourager. Ça injecte aussi de l'argent dans le système. Ça oblige finalement à injecter de l'argent dans le système et donc de permettre, on va dire, en tout cas de donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion pour justement faire progresser ce sujet du recyclage, en tout cas pour ma part des plastiques que je connais. Alors, le meilleur des catalyseurs, entre guillemets, qui a aujourd'hui fait un peu décoller certaines filières de recyclage et de valorisation, c'est la réduction des capacités d'enfouissement, qui est inscrite dans la loi et moi, j'y croyais pas du tout à cette mesure parce que je me suis dit, ils arriveront encore à contourner la chose. Ils vont nous faire croire que les capacités ont diminué, mais finalement, elles n'ont pas diminué. Et en fait, c'est une réalité de terrain. C'est devenu hyper difficile d'aller enfouir ces déchets en France. Nous, on travaille pas mal en région PACA. Grosso modo, le maillage en fait, des installations de stockage des déchets non dangereux a fondu comme peau de chagrin. On est arrivé à une saturation complète en région et donc du coup, les prix grimpent de manière exponentielle. Là-dessus, on a eu pour une fois un gouvernement qui s'est penché sur la question de la TGAP, sur la taxe générale sur les activités polluantes, qui n'avait jamais eu une trajectoire aussi ambitieuse que celle qu'elle n'a aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça fait aussi des couches au niveau des coûts pour les collecteurs de déchets, notamment, qui se doivent de répercuter les hausses à leurs clients. Mais aujourd'hui, il faut voir une chose, c'est que tout le monde cherche des solutions de recyclage et de valorisation parce que l'élimination est de plus en plus compliquée, de plus en plus chère. Et nos amis britanniques, qui sont allés beaucoup trop rapidement sur le sujet, l'avaient bien compris avant nous. C'est-à-dire qu'ils ont fait monter la TGAP très rapidement, ils ont fait monter les prix très rapidement. Le problème, c'est que ils n'avaient pas considéré le facteur industriel, c'est-à-dire que lorsque vous avez en fait un écosystème qui est en place depuis 30 ans et que vous le perturbez, ils ne s'adaptent pas du jour au lendemain. Ils sont devenus les plus gros exportateurs de déchets incinérables vers les incinérateurs scandinaves, ce qui n'est, de mon point de vue, pas beaucoup plus environnemental que de finalement enfuir des déchets dans un trou. Alors on pourrait continuer longtemps dans le débat, donc je vais faire réagir ceux qui n'ont pas encore commenté. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, préparez-les. Mais je vais juste conclure au final et rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure et Bruno, c'est-à-dire que voyons la mise en place de ces REP et l'évolution de la réglementation comme des opportunités pour faire progresser les filières et apporter en fait des voies de recherche et développement. Là aussi, ce sont des opportunités
à saisir pour la recherche et développement sur les matériaux. Frédéric Stack, vous voulez dire quelque chose à tout ce qu'on a dit? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Et si je peux dire un mot, mais je trouve mon voisin de droite, malheureusement, mais de manière certainement réaliste, assez pessimiste. Bon, ben voilà, on va considérer que cette réglementation nouvelle qui arrive va mettre un cadre un peu favorable pour que les choses s'améliorent. Et puis, on va tous s'y mettre. Voilà, comme quoi on a beau dire la réglementation, ça peut aider à mettre en place certaines choses. Après, on pourrait faire d'autres choses en matière de fiscalité aussi pour les matières premières vierges contre secondaires aussi. Il y a plein de choses à faire dans la matière. Oui, mais du coup, je pense que pour moi, le message à retenir, c'est que si on regarde devant ce qui arrive, on anticipe les problématiques. Et du coup, on a une longueur d'avance, y compris en tant qu'industriel. C'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle qu'on a fait, nous, en interne, meuble construction, puisque ce qu'on a vécu dans le meuble, vous allez commencer à le voir, effectivement, dans la construction. Mais on voit que les couches législatives qui arrivent, maintenant, nous, dans notre secteur, elles disent, même dans les appels d'offres publics, il va falloir justifier de 20% de matière recyclée dans les produits. Donc, on en est à la couche d'après. Donc, voilà, il faut tout le temps de se dire qu'est-ce qui vient devant, et ça permet d'avoir une longueur d'avance, même en tant qu'industriel. Voilà, une longueur d'avance, mais en mettant quand même le paquet sur la R&D, on a bien compris. Alors, est-ce qu'il y a des questions de votre part? Il y a une main qui se lève. Il y a un monsieur qui pose beaucoup de questions, mais c'est très bien. On voit dans le secteur des produits et matériaux de construction qu'il y a des unités de recyclage qui fonctionnent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que la valeur des matières qui sortent, les matières régénérées, permettent de financer à la fois la collecte et le recyclage. J'ai visité une usine de recyclage de fenêtres PVC avec de l'alu et tout, donc ça fonctionne. Quand on parle recherche et développement, ce qui est intéressant, c'est finalement de se dire que votre objectif en matière de recherche et de développement, c'est bien d'extraire des matières, les transformer pour arriver à un cercle vertueux qui fait que la valeur des matières vont financer et la collecte, et le tri, et le transport, et le recyclage. Et là-dedans, il y a des perspectives. Est-ce que finalement, on a des programmes de recherche et développement? Vous l'avez dit, il n'y a peut-être pas assez de moyens, mais finalement, si on mettait plus de moyens, on pourrait atteindre cet objectif et faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'éco-organismes, peut-être d'ailleurs un jour à terme, parce qu'on aura bouclé complètement la boucle. L'intérêt des éco-organismes, c'est justement de mettre des moyens et d'arriver à pointer ou d'identifier en fait ces filières qui pourraient, ces technologies qui pourraient se développer sur telle et telle partie ou avec le tri, si on trie mieux, si on collecte mieux, si on transporte mieux, on arrivera à trouver des filières de plus en plus vertueuses, oui. Mais c'est l'intérêt aussi de la REP. Oui, et si je peux rajouter aussi, c'est que lorsque nous, on travaille avec Valdelia sur certains sujets, c'est toujours du collaboratif avec les industriels du secteur. Donc c'est pas une R&D punitive ou autre, c'est au contraire, on construit. Je vous parlais de la durée de vie, parce que la durée de vie, elle va dire demain, mon éco-contribution, elle vaut pas la même chose si mon produit dure 15 ans ou 20 ans ou 35. Et la durée de vie, soit vous êtes un dictateur qui décide que la durée de vie c'est tant, soit par le biais d'un éco-organisme, vous mettez autour de la table les parties prenantes et vous allez travailler ensemble sur la définition d'une durée de vie pour des familles de produits de votre secteur. Donc pour moi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le fait de travailler ensemble avec un coordinateur quelque part. Oui, vous pouvez, bien sûr. Alors, moi, je voudrais évoquer un sujet... alors, ça répond pas tout à fait à l'interrogation de monsieur, mais le prochain sujet, c'est le réemploi. Donc, tout le monde J'allais parle... vous dire, on va en parler d'ailleurs après. Ouais, on va en parler, mais j'ai quand même donné mon opinion là-dessus. Mais vous pouvez. Donc, en fait, le réemploi... Je vous reprends sur la table ronde d'après, si vous voulez. Ouais, alors le réemploi, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est dans toutes les bouches, le réemploi dans le bâtiment, etc. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites dans le secteur de l'ameublement, et c'est très bien, et ils sont arrivés à des taux de performance très intéressants. Sauf que dans le bâtiment, on n'est pas du tout dans le même paradigme. Dans le bâtiment, on a des grosses problématiques, parce que le monde de la construction, c'est un monde encore plus normé que le monde de l'ameublement. Et là, pour faire du réemploi, alors si vous voulez faire du réemploi de pieds de douche et de toilettes, ça, effectivement, c'est pas complet, c'est pas compliqué, tout va bien. Mais dès lors que vous allez vous attaquer à des éléments structurels, il va falloir mettre un tout petit peu de science et un tout petit peu d'R&D. Et ça va être probablement le futur chantier de l'éco-organisme et des éco-organismes qui s'occuperont des déchets du BTP, c'est d'injecter massivement
des moyens pour développer ce secteur-là, parce que nous, on a aujourd'hui pas mal de maîtres d'ouvrage en tant que clients qui souhaitent faire du réemploi, mais souhaitent surtout mettre à disposition les matériaux. Quand il s'agit de les remettre en fait dans leur bâtiment, c'est plus du tout la même question. Ils ont le contrôleur technique sur le dos, ils ont l'assurance sur le dos, ils n'ont pas les avis techniques du SSCB, etc. Et donc du coup, il va falloir que y ait c'est le problème aussi des sujets d'économie circulaire, c'est que les assureurs, par exemple, ne sont pas du tout encore au point sur ce sujet-là. Pareil, évidemment. on a des niveaux de blocage, mais là on parle vraiment R&D et tous ces sujets nouveaux qui émergent, ils ont besoin de matière grise. On a besoin de se pencher sur la question, on a besoin de mettre des chercheurs autour, on a besoin d'avoir des laboratoires performants pour aboutir en fait à des systèmes qui, entre guillemets, sont conformes aux attentes techniques et aux attentes en fait des consommateurs. Et c'est là où Valdelia a quand même une expérience, nous, sur la partie meubles, et on verra tout à l'heure. Je crois qu'il y a une, voire 2 tables rondes dédiées justement à l'innovation et à notre service innovation au sein de Valdelia, où justement les problématiques de réemploi, de normes, de réutilisation des matières, que ce soit de meubles à meubles ou de meubles à autre chose. En fait, on a déjà des chefs de projet qui sont dessus sur l'ameublement et qui accompagnent effectivement nos adhérents sur ces thématiques-là. Et voilà, il y a de la matière grise qu'on est en train de mettre en œuvre. Et justement, c'est ces réseaux en fait, de compétences autour de ces problématiques-là. On y reviendra dans la dernière table ronde. Arnaud Parentis, vous voulez dire un dernier mot ? Je voulais juste rebondir sur le fait que oui, on a besoin de multicompétences, que sans ces travaux en multicompétences, et ça ne se limite pas, nous on a parlé du sujet technique sur les plastiques, mais sur les plastiques c'est exactement la même chose, c'est-à-dire les questions de réemploi, c'est pas aussi simple qu'il y paraît, les questions de réutilisation qui est encore un petit peu différent. Je vous parlais substances sur les plastiques et les plastiques du bâtiment. Voilà, comment on fait, comment on gère ça. Voilà, ça pose énormément de questions et on a besoin, comme ça a été dit, de beaucoup de matière grise. C'est aussi pour ça que avec les éco-organismes, on travaille beaucoup en multicompétences. Alors à la fois en interfilière et puis également avec des chercheurs, y compris, ça a été dit ce matin, si je me souviens bien, des économistes. Non, tout à l'heure, des sociologues. Je pensais que ça avait été dit, mais on a dit beaucoup de choses. Et donc, on a besoin de tout ça, et on a besoin du juridique aussi, de l'appui du juridique pour comprendre. Et donc, de faire intervenir des acteurs, parce qu'il y a un véritable changement à avoir sur le financement, sur l'assurantiel. Voilà. Tous ces sujets-là sont des sujets qu'on partage en R&D aujourd'hui avec les éco-organismes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'eux aussi. Oui, donc c'est un sujet dense, c'est compliqué en 1 heure de résumer tout ça, mais en tout cas, vous avez bien réalisé l'exercice. Donc je vous remercie vraiment tous les 5 pour votre intervention. On peut vous applaudir. Hein. Merci beaucoup.